Dans cette vidéo, recréons Flappy Bird sans une seule ligne de code. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Est-ce que faire appel au Visual Scripting pour développer vos jeux, c'est tricher? Est-ce que ça fait de vous des moins bons développeurs? Il suffit de voir la liste des jeux utilisant totalement ou en partie le Visual Scripting pour se rendre compte que la situation n'est pas aussi simple. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Visual Scripting permet de développer les fonctionnalités de votre jeu sans devoir écrire une seule ligne de code. En utilisant un système visuel de nœuds que l'on connecte entre eux pour créer la logique de vos fonctionnalités, il n'est plus nécessaire d'écrire une seule ligne de code. Unreal Engine, le concurrent principal de Unity, offre à ses utilisateurs un système de visual scripting très performant et ce depuis longtemps. Unity a récemment fait l'acquisition d'un plugin de l'Asset Store, Bolt, qu'elle propose maintenant gratuitement à tous les utilisateurs. Alors, dans cette vidéo divisée en deux parties, nous allons recréer Flappy Bird exclusivement à l'aide du Visual Scripting et à l'issue de ces deux vidéos, nous allons tirer la conclusion de savoir si, oui ou non, le Visual Scripting peut être utile pour vos projets. Pour ne pas rater la prochaine vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez déjà essayé de votre côté le Visual Scripting, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire et à nous donner votre avis. Et maintenant, c'est parti. Petite précision en fonction de la version de Unity que vous utilisez. Si vous utilisez Unity 2021, pas de problème, Unity Visual Scripting est disponible de base dans l'éditeur et dans le Package Manager. Il suffit de vérifier dans le Package Manager si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, profitez-en pour le télécharger. Pour les utilisateurs de 2019 et 2020, il vous faut vous rendre sur Unity Asset Store afin de récupérer le package. Attention, ces versions ne bénéficieront pas des mises à jour du package. Notre scène est constituée de deux panneaux d'interface utilisateur pour l'écran de départ et le Game Over. Un arrière-plan va défiler durant le jeu ainsi qu'un avant-plan. Le Pipe Spawner va lui s'occuper de l'instanciation des tuyaux et de leur suppression. Pour cela, il pourra utiliser trois préfabs. Ces tuyaux ont des colliders pour stopper le joueur et un trigger pour détecter son passage. Le joueur a lui un Rigid Body 2D, un collider circulaire et une audio source pour émettre un son à chaque impulsion. Le Music Manager, lui, va se charger de la diffusion de la musique. Commençons par faire défiler l'image de fond. Ajoutons notre premier component, Script Machine, qui est la base du Visual Scripting. Créons un nouveau graphe, Moving on X, et cliquons sur Edit. Cela ouvre la fenêtre d'édition qui va nous permettre d'ajouter de la logique dans le graphe que nous venons de créer. À partir de l'event Update, qui s'exécute à chaque frame, nous allons modifier la position de l'arrière-plan. Récupérons la composante X de la position du GameObject et créons une variable pour stocker sa vitesse de déplacement. En Visual Scripting, une variable peut être de différents types. Graph, c'est l'équivalent de private, la variable n'est accessible que dans le graphe. Object, c'est l'équivalent de public, la variable est accessible pour d'autres graphes. Scène, c'est pour une variable liée à la scène, et app, c'est une variable disponible pour toute l'application. Cette variable survit alors à la transition d'une scène à une autre. Cette variable speed va être multipliée par time.deltaTime pour obtenir une valeur de vitesse par frame. Il nous reste alors à l'additionner à la valeur x du vecteur position, d'en créer un nouveau à partir de x et y et de réinjecter ce vecteur dans la position du transform.
Intéressons-nous maintenant à la logique qui va nous permettre de faire défiler cet arrière-plan de manière continue dans le temps. On va fixer une limite de déplacement au-delà de laquelle l'arrière-plan va être téléporté à sa position initiale, permettant ainsi un défilement infini de cet arrière-plan. Pour ça, créons une nouvelle variable que nous appellerons wrap_limit et fixons sa valeur à moins 15 et quelque chose, et créons un nouveau script machine qui contiendra un nouveau graphe que nous allons appeler wrap_on_x. Dans ce graphe, nous allons utiliser une condition if pour vérifier si la position en x du transform est inférieure à la limite que nous avons spécifiée. Et si c'est le cas, nous téléportons simplement le GameObject à une position x de 0 afin de permettre un défilement infini de l'arrière-plan. Utilisons la même logique pour l'avant-plan. Sélectionnons le GameObject Tiles qui regroupe toutes les tuiles de l'avant-plan et attachons-lui deux scripts machines qui font appel au graphe que nous venons de créer, à savoir Movement on X Axis et Wrap on X. Ajoutons-lui les variables que nous avons utilisées pour les deux graphes précédents, à savoir Speed et wrap_limit, et donnons-lui des valeurs qui lui correspondent, à savoir une vitesse plus grande et une wrap_limit qui lui correspond. Et voilà alors notre avant-plan qui se déplace lui aussi vers la gauche et est téléporté à sa position de départ s'il franchit une certaine limite. L'effet de défilement continu est maintenant terminé. Penchons-nous maintenant sur le pipe spawner qui sera responsable de l'apparition des tuyaux que l'utilisateur devra éviter. Ajoutons-lui un script machine et dans le component variables qui a été ajouté automatiquement, créons plusieurs variables. La première est une liste de GameObject, list of pipe prefab, qui aura comme élément les différentes préfabs de tuyaux dont nous avons besoin. La deuxième variable, frequency of spawn, renseignera l'intervalle de temps qu'il faudra attendre entre deux apparitions de tuyaux. La troisième variable, pipe speed, n'est pas nécessaire pour cet exemple, donc ne la créez pas, elle sera de toute façon supprimée dans quelques instants. Ajoutons un nouveau graphe à notre script machine et nommons-le pipe spawner. Commençons par créer une variable graphe qui s'appellera timer que nous allons incrémenter pour déterminer à quel moment instancier une nouvelle préfab. Donc ajoutons à cette variable time.deltaTime et stockons la valeur dans la variable timer. Si cette variable est supérieure à frequency of spawn, nous pouvons réinitialiser cette variable timer et il est alors temps de instancier un nouveau tuyau. Pour ajouter un nouveau tuyau à la scène, nous allons venir piocher dans la liste de préfab de manière aléatoire. On va donc extraire le nombre d'éléments contenus dans la liste et utiliser random range pour avoir un index aléatoire. Et grâce à cet index aléatoire, nous allons sélectionner l'élément de la liste.
Il nous reste maintenant à instancier le GameObject sur base de la préfab sélectionnée. Utilisons le node Instantiate pour créer le GameObject, donnons-lui une position et une rotation, et créons maintenant une variable de type Object qui va stocker toutes les instances qui ont été créées. Et profitons-en pour donner comme parent à ce GameObject le pipe spawner. Sélectionnons maintenant la préfab de base des tuyaux. Ajoutons-lui un script machine ainsi que movement on x-axis. Créons les variables dont nous avons besoin pour le déplacement, à savoir speed, et testons le code que nous venons de créer. Les tuyaux sont bien créés, mais on remarque une erreur dans la console. Et le Visual Scripting va vraiment nous aider à trouver facilement les erreurs. Car lorsqu'il y a une erreur, le node correspondant est surligné en rouge dans le graphe. Le node getItemList est ici en rouge, ce qui signifie que l'index fourni pour récupérer un élément de la liste n'est pas compatible avec le nombre maximal d'éléments de cette liste. C'est dû à RandomRange qui a un max inclusif. Nous allons donc le changer pour que ce max devienne exclusif, ce qui va nous permettre de recevoir un index qui sera toujours compris entre 0 et le nombre d'éléments maximal de la liste, moins 1. Lorsque l'on lance maintenant la simulation, l'erreur disparaît. Et on remarque que chaque nouvelle instance de tuyau est créée à l'intérieur de l'objet PipeSpawner. Reste maintenant à gérer la destruction des tuyaux une fois qu'ils sont sortis de l'écran. Ajoutons un nouveau script machine au PipeSpawner et donnons-lui un nouveau graphe destroyObject if too far. Dans la fonction update, nous allons premièrement vérifier si listOfInstance contient au moins un élément. Et si c'est le cas, nous allons sélectionner le premier élément de la liste et vérifier si sa position horizontale est inférieure à une certaine limite. Si c'est le cas, nous supprimons cet élément de la liste et nous en profitons pour supprimer le GameObject. Passons maintenant à la gestion du joueur. Ce joueur contient un Rigid Body 2D, un Circle Collider 2D ainsi qu'une audio source. Ajoutons-lui un script machine et un nouveau graphe, Player Movement. À l'intérieur du graphe, nous allons utiliser onMouseInput pour écouter les clics de la souris. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton gauche de la souris, nous allons jouer le son qui est attaché au GameObject et appliquer une force verticale. Détectons maintenant les collisions entre le joueur, le sol et les tuyaux. Pour ça, retournons dans le graphe Player Movement et avec le node onCollisionEnter 2D, nous allons utiliser une variable que nous venons de créer dans le graphe AlloInput que nous allons mettre sur faux et nous allons émettre un événement personnalisé, un custom event pour que tout élément qui écoute le GameObject sera averti de la collision. Dans le code permettant l'input, nous allons vérifier si AlloInput est vrai avant de valider le clic de la souris. Et nous voyons bien, lorsque la simulation est lancée et que l'input est valide, que si nous rentrons en collision avec le décor ou un tuyau, l'input est désactivé et le joueur ne sait plus sauter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et surtout si le Visual Scripting vous intrigue, n'hésitez pas à le signaler en commentaire également. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder un autre script principal du Visual Scripting, c'est l'aspect State Machine.
Les state machines sont très utiles lorsque votre jeu doit passer d'un état à l'autre. Par exemple, l'état Start, Gameplay et Game Over. Elles permettent de facilement découper la logique par état et permettent de définir des conditions à remplir pour passer d'un état à un autre. En attendant, si vous voulez vous replonger dans la programmation, la vraie, la dure des vrais bonhommes, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien où on explore l'un des patterns de développement que j'affectionne particulièrement, les Common Patterns. D'ici à la prochaine fois, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Allez, bisous!